Très bien. Donc, on continue, et on avait dit que notre protéine G est un hétérotrimère. Elle est constituée de 3 sous-unités, une sous-unité alpha, bêta et gamma. La sous-unité bêta et gamma sont intimement liées. La sous-unité alpha peut se détacher du complexe bêta-gamma. Très bien. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Suivez avec moi. Donc, voici ma membrane plasmique. Voici ma membrane plasmique. Et au niveau de cette membrane plasmique, j'ai un récepteur. Et le récepteur que vous allez trouver dans le cours, c'est ses caractéristiques, son domaine transmembranaire, son domaine cytosolique, son domaine interminal qui est extracellulaire. Le récepteur à la protéine G, c'est un récepteur, on dit que c'est un récepteur à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un récepteur, il fallait commencer là. C'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires. Il ressemble à un serpent. C'est pour cela qu'on dit que c'est un récepteur à serpentine. Il y aura fixation de l'hormone sur son récepteur. La fixation de l'hormone sur son récepteur va l'activer. Le récepteur va changer de conformation. Quand il va changer de conformation, il va activer la protéine G. La protéine G est constituée d'une sous-unité alpha, d'une sous-unité bêta et d'une sous-unité gamma. Quand le récepteur change de conformation, il va se fixer au complexe alpha, bêta, gamma. Alpha va s'activer. Alpha à l'état de repos porte du GDP. Elle porte du GDP. Quand le récepteur va s'y fixer, elle va échanger le GDP contre du GTP. Alpha va échanger, elle va faire sortir son GDP et elle va faire entrer du GTP. Quand elle va faire entrer le GTP, elle va changer de conformation. Quand elle change de conformation, elle va se dissocier du complexe bêta-gamma et elle va se retrouver seule. La alpha-GTP va se retrouver séparée du complexe bêta-gamma. Elle va traverser la membrane pour aller dans un effecteur, chez un effecteur. Donc elle va se fixer sur un site spécifique de l'effecteur. Et elle va activer l'effecteur. Le récepteur est membranaire. La protéine G est membranaire. G bêta est membranaire. G gamma est membranaire. G alpha est membranaire. Ils sont tous membranaires. L'effecteur est aussi membranaire. L'effecteur est ici membranaire. Il est situé au niveau de la membrane. Donc ça, il a un domaine transmembranaire, il a surtout un domaine cytoplasmique. C'est à ce niveau qu'il va réaliser sa fonction enzymatique. Très bien. Donc, G alpha va se fixer, la protéine G alpha GTP va se fixer sur l'effecteur et tant qu'elle est fixée sur les récepteurs, elle va continuer à l'activer. Quand G alpha est fixé à l'effecteur, l'effecteur est actif. Quand G alpha ne se fixe pas à l'effecteur, il n'est pas actif. Très bien. Première information. Deuxième information, tant que G alpha fixe le GTP, elle se lie à l'effecteur. Quand elle ne fixe pas le GTP, elle ne se fixe pas sur l'effecteur, elle se fixe sur bêta-gamma. Très bien. Donc, je reprends. Il y a eu fixation de l'hormone sur son récepteur. Il y a eu un changement de conformation du récepteur. Le changement de conformation du récepteur a stimulé la protéine G alpha. G alpha s'est activé. Elle a échangé le GDP contre le GTP. Alpha GTP s'est dissocié de bêta gamma. Alpha GTP s'est fixé à l'effecteur. Donc alpha GTP est fixé à l'effecteur. L'effecteur est actif. Très bien. G alpha possède une activité GTPasique intrinsèque. G alpha possède une activité GTPasique intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de dégrader son GTP en GDP. Au bout de quelques temps, alpha GTP va dégrader son GTP en GDP. Elle va dégrader, elle ne va pas échanger le GTP contre un GDP. Elle va dégrader, elle va utiliser de l'énergie pour dégrader le GTP en GDP. Elle va l'hydrolyser. Très bien. Alpha redeviendra alpha GDP, elle se dissociera de l'effecteur et elle ira se fixer vers bêta gamma. Et la réponse s'arrête. La réponse s'arrête par la dissociation de G alpha ou de alpha GTP de son effecteur et sa refixation sur bêta gamma. Est-ce que c'est clair?
Deux notions très importantes. Alpha, elle a la capacité d'échanger le GDP contre le GTP. Alpha possède la capacité d'hydrolyser le GTP contre le GDP. Mais sa fonction intrinsèque est très réduite. Sa fonction intrinsèque est très réduite. Elle est très réduite. Elle doit être aidée. Elle doit être aidée. Donc il y a des facteurs qui favorisent ces phénomènes. Il y a un facteur qui favorise l'échange du GDP contre GTP. Voici alpha. Voici alpha. Voici alpha GTP. Bonjour. Voici alpha. Voici alpha GDP. S'il vous plaît. Voici alpha. Alpha GDP. Et elle peut échanger ce GDP contre du GTP. Elle peut fixer à la place du GDP du GTP. Mais cette fonction d'échange, elle doit être activée par des facteurs. Je les appelle les GEF. Guanine ou bien Guanosyl Exchange Factor. D'accord? Les GEF. GEF. Les GEF aident la protéine alpha à échanger. Les GEF aident la protéine alpha à échanger le GDP contre un GTP. Très bien. On a la protéine G possède aussi la capacité d'hydrolyser le GTP en GDP. Alors, la capacité d'hydrolyser le GTP en GDP. Mais cette fonction intrinsèque est aussi très faible. Elle doit être aidée par les GAP. Par les GAP. GDPasic Activating Peptides. GDPasic Activating Peptides. Donc, les GAP vont aider la protéine G à réaliser sa fonction de dégradation du GTP en GDP. Est-ce que c'est clair? Je reprends très rapidement. S'il vous plaît, suivez avec moi. J'ai une hormone. L'hormone se fixe sur son récepteur. Le récepteur, c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires. C'est un récepteur à serpentine. Il va changer de conformation. Quand il change de conformation, il va fixer alpha GDP. Alpha change de conformation. Elle va s'activer. Elle va échanger le GDP contre un GTP. Quand elle échange le GDP contre le GTP, elle se dissocie de bêta-gamma. Elle va se fixer sur l'effecteur. Quand elle se fixe sur l'effecteur, elle active l'effecteur et l'effecteur réalisera sa fonction. Est-ce que c'est clair? La fonction d'échange du GDP contre du GTP, elle est associée, ou elle est aidée, elle est favorisée, elle est stimulée par les GEF. La fonction d'hydrolyse du GTP en GDP, la fonction d'hydrolyse du GTP en GDP est facilitée par les GAP. Elle est facilitée par les GAP. Maintenant, on va s'intéresser à cet effecteur. Cet effecteur qui, en s'activant, va réaliser la réponse intracellulaire. Il y a en fait deux types d'effecteurs. Allez, on a terminé avec la protéine G. Très bien. J'ai deux types d'effecteurs. La dénilacyclase et la phospholipase C-bêta. J'ai deux types d'effecteurs, la phospholipase C et la dénilacyclase. On va commencer par la dénilacyclase. Très bien. S'il vous plaît, suivez avec moi. On a une activation de l'effecteur. L'effecteur est activé par la protéine G. La protéine G a été activée par le récepteur et le récepteur a été activé par l'hormone. Mon résultat maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai pu obtenir un effecteur actif. Si je prends par exemple l'adénylacyclase, voici l'adénylacyclase. L'adénylacyclase, elle a une activité intrinsèque très importante. C'est quoi la fonction de cette adénylacyclase? C'est la transformation de l'ATP en AMPC. C'est la transformation de l'ATP en AMPC. Voici l'adénylacyclase, elle va prendre de l'ATP, elle va le transformer en AMP et elle va cycliser son AMP. Elle va transformer la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Donc, quel est le résultat de l'action de l'adénylacyclase? C'est l'augmentation de la concentration intracellulaire d'AMPC. Et on dit que l'AMPC
et le second messager. C'est l'AMPC qui est le second messager, mais il fait partie des seconds messagers stimulés par les hormones qui se fixent sur un récepteur couplé à la protéine G. Allez, on va lire un peu sur l'adénylacyclase. On va t'expliquer, puis lire, c'est comme vous voulez. On continue, allez, on continue avec l'adénylacyclase. Il y aura une augmentation. Il y aura une augmentation de la concentration d'AMPC. Cette AMPC, c'est des molécules, c'est des petites molécules. Ces petites molécules vont se fixer sur une protéine. Une protéine qui s'appelle la protéine kinase A. Voici la protéine kinase A, PKA. Cette PKA, elle est constituée de deux régions. Une région effectrice et une région régulatrice. D'accord? Très bien. La région régulatrice possède des sites de fixation de l'AMPC. Il existe deux régions régulatrices et chaque région possède deux sites de fixation d'AMPC. Donc il faut avoir 4 AMPC qui se fixent sur une PK. 4, 1, 2, 3, 4. 4 AMPC qui vont se fixer sur la PKA. Ce qui va activer la protéine kinase A. Pourquoi on l'appelle protéine kinase A? Très bien, parce qu'elle est dépendante de l'AMPC. Protéine kinase dépendante de l'AMPC, je l'ai appelée PKA. Parce que c'est une protéine kinase, elle va phosphoryler des protéines. Sa fonction, c'est la phosphorylation des protéines, mais cette phosphorylation des protéines nécessite une activation par de l'AMPC. Très bien. Et donc, ce sont les sites régulateurs. Les sites régulateurs vont fixer. La première fonction des sites régulateurs, c'est quoi? C'est qu'ils vont fixer l'AMPC. L'AMPC va se fixer sur ces sites de fixation sur les régions régulatrices de la protéine kinase A. La protéine kinase A va fixer les AMPC. Elle va devenir active. Quand elle va devenir active, elle va être orientée. Et par son site catalytique, par son site effecteur, elle va réaliser des phosphorylations. Et ces phosphorylations, la phosphorylation de certaines protéines, va les activer ou les inhiber, et c'est ça la réponse cellulaire. Très bien. Il y a un type spécifique de protéines intracellulaires. Il existe des protéines intracellulaires qui s'appellent les ACAP. ACAP. C'est quoi ces ACAP? Ces ACAP sont des protéines très spécifiques qui peuvent se fixer sur la région régulatrice des PKA. Les ACAP sont des protéines cytosoliques qui peuvent se fixer sur la région régulatrice des PKA. Les ACAP, en se fixant sur le site régulateur des PKA, vont transporter la PKA vers son site d'action. Pourquoi? Pour compartimenter la réponse cellulaire et empêcher la réponse cellulaire d'être généralisée. Et je vous avais cité cet exemple, mais vous n'étiez pas vraiment concentré, lorsque on avait parlé de l'ADH la dernière fois. Je vous avais parlé de l'ADH, la fixation de l'ADH sur son récepteur et la relation entre la fixation de l'ADH sur son récepteur V2R, qui est un récepteur dépendant de la protéine G, qui est un récepteur couplé à la protéine G, la relation entre la fixation de l'ADH et l'exocytose des aquaporines 2. Et l'exocytose des aquaporines 2, je vous avais dit qu'il y avait une phosphorylation des aquaporines dans les vésicules d'exocytose. Ou bien, je vous avais dit qu'il fallait orienter les PKA vers les vésicules. Ou bien, je vous avais dit que cette orientation est réalisée par les ACAP. Ce sont les ACAP qui orientent la PKA vers le site où elle doit réaliser sa phosphorylation. Ce sont les ACAP qui ont la fonction d'orienter les protéines kinase A vers le site d'action. S'il vous plaît, très rapidement, l'hormone se fixe sur son récepteur, le récepteur change de conformation, il se lie à alpha, alpha échange le GTP contre le GTP, elle devient active, elle se dissocie de bêta-gamma, elle se lie à l'adénylacyclase. L'adénylacyclase s'active, quand elle s'active, elle va transformer l'ATP en AMPC, la quantité d'AMPC cytosolique va augmenter, 4 molécules d'AMPC vont se fixer sur les sites régulateurs d'une PKA, la PKA devient active, elle est orientée par les ACAP vers
les lieux de phosphorylation et elle va réaliser ses fonctions. Elle va réaliser ses fonctions qui sont en fait la phosphorylation de protéines intracellulaires pour changer leur fonctionnement. Soit les activer, soit les inhiber. Soit les activer, soit les inhiber. What? Ils vont phosphoryler des protéines pour les activer ou les inhiber. D'accord? Très bien, très bien. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien, on avance. On va lire un peu. On va lire. Oui, vous avez des questions? Très bien. La diméthylcyclase est l'effecteur le plus répandu. Il constitue le second relais de l'information. Le second messager est l'AMPC. Très bien. La diméthylcyclase est constituée de deux domaines. Un domaine transmembranaire qui est responsable de sa fixation sur la membrane et un domaine cytosolique qui est responsable de la réaction enzymatique. Très bien. Le domaine C possède un site de liaison de l'ATP et un site de transformation. Il va d'abord lier l'ATP, la diméthylcyclase. Il va lier l'ATP, puis transformer l'ATP en AMPC. Très bien. L'enzyme adénylcyclase est activée par son interaction avec G-alpha au niveau de son domaine C. Donc, alpha elle va venir maintenant, elle va se fixer sur le domaine C, sur le domaine cytosolique C. Très bien. On continue. La concentration intracellulaire d'AMPC augmente et constitue le signal produit par la cellule. La cible de l'AMPC est un groupe d'enzymes appelé pKa. pKa. Très bien. La protéine kinase A phosphoryle des protéines cytosoliques, elles peuvent les activer ou les inhiber, comme je viens de vous dire. Cette phosphorylation de protéines cytosoliques cibles par la pKa représente la réponse cellulaire à l'hormone. Quelquefois, une augmentation de l'AMPC, et c'est ça l'exception à notre règle, quelquefois l'augmentation de l'AMPC peut entraîner la transcription de certains gènes. Vous voyez, l'AMPC, l'augmentation de l'AMPC cytosolique, il peut induire la transcription de gènes. Donc la règle générale de ce matin, que les hormones hydrophiles étaient responsables du changement de fonctionnement de protéines préexistantes et que les hormones lipophiles étaient responsables de la synthèse de nouvelles protéines, elle n'est pas toujours absolue. Elle n'est pas toujours absolue. Je peux avoir des hormones hydrophiles qui peuvent induire la transcription des gènes, comme c'est le cas ici. Très bien. Bien sûr, on va lire. Tous les gènes qui sont régulés par l'AMPC possèdent une séquence d'ADN spécifique qui a la capacité de fixer l'AMPC. On les appelle AMPC Response Element. D'accord? C'est des éléments qui répondent à l'AMPC. C'est de l'ADN, c'est des gènes, c'est des régions de l'ADN qui répondent à l'AMPC. L'AMPC se fixe sur cette région avec un facteur de transcription. Très bien. Très bien, il faut dire, et attention, un QCM, l'AMPC peut jouer le rôle d'un facteur de transcription. Vrai ou faux? C'est faux. C'est la question. L'AMPC peut jouer le rôle d'un facteur de transcription. Non. C'est le deuxième messager. C'est un second messager, oui, et il peut se fixer à l'ADN. Mais quand il se fixe à l'ADN, il facilite la fixation d'un facteur de transcription. Mais à lui seul, ce n'est pas un facteur de transcription. Attention, faites attention. L'AMPC, voilà, il favorise cette transcription en favorisant la fixation d'un facteur de transcription comme le SREBP, CRE Binding Protein. Attention, l'AMPC à lui seul n'est pas un facteur de transcription. L'AMPC à lui seul n'est pas un facteur de transcription. Il va favoriser la transcription en favorisant la fixation d'un facteur de transcription. Après, je l'avais écrit. Voilà, oui, voilà. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. Bravo. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. Il va faciliter la fixation d'un facteur de transcription. La réponse cellulaire dans ce cas est constituée d'une partie cytosolique et d'une partie nucléaire. La réponse cytosolique, c'est l'activation du pKa, et la réponse nucléaire sera l'activation de la transcription. Très bien. La réponse nucléaire est plus rapide. Ce cours, il n'a pas de fin. Il y a tellement d'informations. La réponse cytosolique est beaucoup plus rapide que la réponse nucléaire parce que la réponse nucléaire nécessite du temps pour qu'il y ait une transcription, pour transporter cet ARN1, pour pouvoir lui laisser le temps de maturer, puis de sortir, puis d'être traduit pour synthétiser de nouvelles protéines. Elles sont plus rapides? Oui. D'accord. Dans la réponse nucléaire. Mais si on veut parler de la réponse
générale, ce sont les hormones peptidiques, ce sont les hormones hydrophiles qui sont plus rapides. Dès qu'il y a fixation, il y a l'effet. Oui, oui. Très bien. La protéine kinase A est un tétramère, voilà, de ce que de quoi je vous parlais. Elle est constituée de 4 sous-unités, 2 régulatrices et 2 effectrices. Les 2 régulatrices, les 2 possèdent 2 sites de fixation d'AMPC. D'AMPC, oui. Allez. La fixation de l'AMPC sur les 2 sous-unités régulatrices change leur conformation et libère les 2 sous-unités catalytiques. Donc, elle active les sous-unités catalytiques pour qu'elles puissent réaliser leur fonction. Le groupe de protéines ACAP, ce sont les protéines qui vont orienter la réponse cellulaire. Une partie de la réponse se fait par déphosphorylation de protéines cibles. S'il vous plaît, on a terminé avec la dinylatcyclase. Ils vont nous parler juste un petit peu de la régulation. Donc, comment j'ai réalisé le fonctionnement de ma protéine kinase A, je l'ai activée, elle a réalisé ses fonctions. Maintenant, je veux arrêter cette réponse. Attention, la régulation des RCPG, c'est un long chapitre, d'accord? C'est un long chapitre, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo, elle est enregistrée. Régulation des RCPG, vous la retrouverez dans ma chaîne YouTube. Si vous voulez la voir, si ça vous intéresse. Sinon, on peut parler maintenant des petites régulations de ces protéines. La pKa, elle va phosphoryler des protéines. Donc, si je veux arrêter leur réponse, je peux les déphosphoryler. Très bien. Donc, je peux déphosphoryler les protéines qui ont été phosphorylées par la pKa. Je peux dégrader l'AMPC, puisque c'est l'AMPC qui est le second messager. En diminuant sa concentration, il ne pourra plus se fixer sur la pKa, donc il y aura un arrêt de la réponse. Et enfin, je peux réguler le récepteur lui-même. Je peux inhiber le récepteur, je peux endociter le récepteur, d'accord? Je peux phosphoryler le récepteur. Donc, je peux induire des modifications de ce récepteur qui vont l'inhiber. D'accord? Très bien. Allez, normalement, on a terminé avec cette voie, on passe à la phospholipase C. Récapitulatif, Malish. Récapitulatif très rapide. S'il vous plaît, on se concentre. Ne lisez pas, suivez avec moi, utilisez votre cerveau. Oui. Donc, il y aura une hormone qui va se fixer sur son récepteur. Le récepteur va s'activer. Il va changer de conformation. Il va se fixer sur la protéine G-alpha. G-alpha va être sensibilisée. Elle va échanger le GDP contre un GTP. Elle deviendra active. Elle va se dissocier de bêta-gamma. Elle va se fixer sur la dinylatcyclase. Elle va activer la dinylatcyclase. La dinylatcyclase va devenir active. Elle va transformer l'ATP en AMPC. La concentration d'AMPC intracellulaire va augmenter. Elle va se fixer sur les sites de fixation au niveau d'une protéine qui s'appelle pKa. La pKa devient active. Elle va libérer les sites catalytiques, mais avant de réaliser sa fonction, elle est orientée vers les sites de réalisation de sa fonction par des protéines qui s'appellent ACA. Elle va réaliser sa fonction de phosphorylation de protéines. L'arrêt de la réponse se fait par la réaction GTPasique de la protéine G-alpha. Elle perd son GTP, elle se dissocie de la dinylatcyclase. La dinylatcyclase va arrêter la production de l'AMPC. La quantité d'AMPC va chuter. Et j'aurai un arrêt de la réponse. Je peux arrêter la réponse en dégradant l'AMPC. Je peux arrêter la réponse en déphosphorylant par des phosphatases les protéines que la pKa a phosphorylées. Je peux arrêter la réponse en modifiant le récepteur. Est-ce que c'est clair? Très facile. Protéine couplée à la protéine G, activation par la dinylate, activation de la dinylatcyclase. Est-ce que la dinylatcyclase, elle est ancrée dans vos têtes? Elle est ancrée. Très bien. On continue. La phospholipase C. La phospholipase C est un autre effecteur. La phospholipase C est le deuxième effecteur de ma voie des récepteurs couplés à la protéine G. Les phospholipases C peuvent être activées par différentes voies. Je peux avoir des phospholipases C, qui sont activées par des récepteurs à action enzymatique. Je peux avoir des phospholipases C qui sont activées par des récepteurs couplés à la protéine G. D'accord? Donc, j'ai différents types de phospholipases C. Et chacun des types de ces phospholipases C est lié à un type de récepteur spécifique. Maintenant, la phospholipase C, qui représente un effecteur d'un récepteur couplé à la protéine G, la phospholipase C, on l'appelle
phospholipase C bêta. C'est la phospholipase C bêta. C'est la phospholipase C bêta. 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 Alpha, bêta. Bêta. Très bien. Donc la phospholipase C bêta, c'est elle qui va interagir avec le récepteur couplé à la protéine G. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, alpha GTP va activer son effecteur. L'effecteur ne sera pas de la vinylacylase, mais de la PLC. La phospholipase C est une enzyme membranaire aussi. Elle possède un domaine pH qui lui permet de reconnaître les liquides membranaires qui appartiennent à la classe des phosphoinositides. Essayez de retenir le domaine pH, on va l'utiliser plus tard. Essayez de retenir le domaine pH, on va l'utiliser quand on parlera des récepteurs à activité tyrosine kinase. S'il vous plaît, cette phospholipase C, elle a une action très spécifique qui fait partie de son nom. Elle s'appelle comment? Phospholipase C. Phospholipase. La phospholipase, c'est quoi la réaction dont elle est responsable? Phospholipase. Elle est responsable de la dégradation des phospholipides. C'est quoi un phospholipide? Oui. C'est le constituant de la membrane. Mais c'est quoi? C'est quoi un cheveu? C'est sur la tête d'un homme. Ça rentre pas dans la définition. Je rigole, non? C'est mon ami. Wow. Très bien. Très bien. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît, on se concentre. La phospholipase. Qui peut me dire c'est quoi un phospholipide? Structuralement. D'accord, oui, d'accord, je prends. S'il vous plaît, on se concentre. Vous êtes là, vous êtes allez, on se concentre. Non, il est très complexe. Allez, on se concentre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Concentrez-vous. Allez. Voici un phospholipide. Une tête. Et deux queues. Et on vous a dit que le phospholipide possède une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. Il possède une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. On va un peu parler de certains cours que vous avez vus quand vous étiez en première année. Il y a 6 ans, au CBA de Ghana. Plus pour certains, ce n'est pas important. Il y a au moins 6 ans, dans une certaine forêt, située à Delgano, on nous a parlé de ça. Les étapes de la synthèse d'un glycérophospholipide, d'un phospholipide. Le phospholipide, la synthèse du phospholipide passe par plusieurs étapes. En fait, il y a 2 voies de synthèse des phospholipides. Ce n'est pas important. L'essentiel, on va parler de la structure. Ce qui est important pour nous, c'est la structure. Donc, voici ce que j'appelle un glycérol. Le glycérol est un trialcool. Vous êtes d'accord? Le glycérol. Le glycérol, là, je vais le représenter comme je veux. D'accord? Je vais prendre le bras et je vais le mettre ici. Vous êtes d'accord? Ça reste du glycérol. Le glycérol, il va se fixer à 2 acides gras. Ça, c'est un acide gras. Et ça, c'est un acide gras. Comment j'appelle cette molécule? Un diacylglycérol. Ou bien un diglycéride. Vous connaissez le triglycéride? C'est quoi une molécule de triglycéride? C'est du glycérol avec 3 acides gras. Le diglycérol, c'est du glycérol avec 2 acides gras. On l'appelle diacylglycérol. On est d'accord? Très bien. Sur ce diacylglycérol, il me reste une tête, la partie libre. Sur cette partie libre, il y aura fixation d'un phosphore. Une molécule de phosphore, de phosphate. Molécule de phosphore. D'accord? Cette molécule-là, je l'appelle l'acide phosphatidique. Ou bien le phosphatidate. L'acide phosphatidique. Sur cet acide phosphatidique, il y aura fixation d'un alcool.
alcool. Et cet alcool, ça peut être un alcool aminé ou un alcool non aminé. Les alcools aminés sont les phosphatidylcholine, sérine, éthanolamine. Et les alcools non aminés, ce sont l'inositol. Donc, j'aurai un alcool non aminé qui va se fixer. C'est l'inositol. Inositol. Inositol. Oui, vous êtes sensible. Oui. S'il vous plaît. Donc j'ai un glycérol, 2 acides gras, du phosphore et un alcool. L'alcool, il est hydrosoluble. Le phosphore, il est hydrosoluble. Donc, il va me constituer une tête hydrophile. Une tête hydrophile. Une tête hydrophile. Tandis que les acides gras ont donné par une liaison ester leur fonction COH. COH plus OH, donc les RCO-CR2. RCO-R2, c'est une fonction ester. Donc la fonction ester va me faire détruire ou elle va me faire disparaître la fonction carboxylique de l'acide gras et la fonction alcool de mon glycérol. Et j'aurai cet acide gras qui se termine par un CH3. L'acide gras qui se termine par un CH3. Le CH3 est hydrophobe. Le CH3 est hydrophobe. Le CH3 est hydrophobe. Donc j'ai 2 queues hydrophobes et une tête hydrophile. Et tout ça c'est un phospholipide. Ou là je peux l'appeler glycérophospholipide. Pourquoi glycérophospholipide? Parce que son noyau de base c'est le glycérol. Ça c'est un glycérophospholipide. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Il existe un glycérophospholipide très spécial. Très spécial. Qui s'appelle le PIP2. C'est quoi le PIP2? C'est le phosphatidylinositol phosphate. Donc c'est cet acide gras, ce phospholipide, je vais le modifier. Je vais lui fixer 2 autres phosphores. Un P ici et un P ici. Donc je lui ai fixé 2 autres phosphores. Il est devenu fixé à 3 phosphores. La molécule, toute cette molécule, c'est un phospholipide spécifique qui est lié à 2 molécules de phosphore et que j'appelle le PIP2, que j'appelle la PIP2. Toute cette molécule, je l'appelle la PIP2. Cette PIP2, c'est le substrat de la PLC. C'est le substrat de la PLC. La phospholipase C, c'est quoi? Elle vient ici, elle dégrade cette liaison. Elle va dégrader cette liaison. Voilà. Cette liaison. Donc, qu'est-ce qu'elle va me libérer? Elle va me libérer un diglycéride ou un diacylglycérol. Diacylglycérol. DAG. Bonjour. Ça va, c'est qui? C'est des résidents? C'est des futurs résidents. Ah bon? Ils préparent le concours? Oui. Le chef qui dort, là, il faut qu'elle aille dormir. Bon courage, merci. Bon. Je ne connais pas. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est le DAG. C'est le DAG. Même la question que vous vous posez, ce n'est pas. Oui. Oui. Donc le DAG, le diacylglycérol. Il y a eu une rupture ici, DAG. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? De l'inositol 3-phosphate, que j'appelle IP3. De l'inositol qui est fixé à 3 phosphore, donc de l'IP3. C'est pour cela qu'on dit que la PLC libère l'IP3 et le DAG. C'est pour cela qu'on dit que la PLC libère l'IP3 et le DAG. C'est pour cela qu'on dit le DAG et l'IP3. IP3 et DAG. C'est pour cela qu'on dit que la phospholipase C libère l'IP3 et le DAG. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc tout jusque-là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu du DAG et de l'IP3. Du DAG et de l'IP3. Je suis sur une membrane plasmique. Tout ça, c'est ma cellule.
Et sur sa membrane, j'ai obtenu, grâce à la phospholipase C, j'ai obtenu du DAG et de l'IP3. L'IP3 est hydrosoluble. Le phosphore, c'est un alcool entouré de phosphore. Donc il est hydrosoluble. Il peut aller dans le cytoplasme. L'IP3 peut aller dans le cytoplasme. Tandis que le diacylglycérol est lipophile. Il va rester sur la membrane. Le DAG va rester sur la membrane. Tandis que l'IP3 peut aller dans le cytosol. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous allez bien me suivre? S'il vous plaît. On est où? On est dans les protéines couplées, on est dans les récepteurs couplés à la protéine G. On a terminé la première voie effectrice, c'était la voie qui dépend de la cyclase. On est en train de voir la deuxième voie. La deuxième voie, en fait, c'est un deuxième effecteur. Et ce deuxième effecteur, c'est quoi? C'est la PLC. La PLC est une phospholipase. Elle va réaliser une dégradation d'un lipide. C'est quoi ce lipide? C'est le phosphoinositol phosphate, c'est le PIP2. Le résultat de la dégradation du PIP2, c'est quoi? C'est l'IP3 plus le DAG. Le DAG est lipophile, il va rester à la membrane. Le IP3 est hydrosoluble, il va aller dans le cytoplasme. Il va aller où? Dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, bravo. Dans le cytoplasme, il va se fixer sur des récepteurs spécifiques. Il va se fixer sur des récepteurs contenus à la surface de citernes. Ces citernes, c'est des citernes de stockage de CA2+. C'est des citernes de stockage de CA2+. L'IP3 va se fixer sur des sites de fixation contenus dans des citernes. Ces citernes, je les appelle les calciosomes. J'appelle ces citernes calciosomes. Donc l'IP3 va venir. Il va se fixer sur son récepteur à la surface d'une citerne qui s'appelle calciosome. Le calciosome est l'équivalent du réticulum sarcoplasmique dans la cellule non musculaire. Le calciosome est l'équivalent du sarcoplasme, du réticulum sarcoplasmique dans la cellule non musculaire. T'as le réticulum sarcoplasmique? Le réticulum sarcoplasmique est une citerne qui stocke le CA2+ dans la cellule musculaire. Le réticulum sarcoplasmique est une citerne qui stocke le calcium dans la cellule musculaire. La cellule non musculaire, je ne peux pas dire qu'elle possède un sarcoplasme, je dis qu'elle possède un calciosome. Donc c'est quoi un calciosome? Le calciosome est une citerne de stockage du calcium dans une cellule non musculaire. C'est ça le calciosome. La fixation de l'IP3 sur son récepteur à la surface des calciosomes va ouvrir des canaux ligandés. Il y aura une libération du CA2+. Il y aura une augmentation de la concentration intracytoplasmique de calcium. Le calcium va sortir du calciosome vers le cytoplasme et la quantité de CA2+, ou bien la concentration intracellulaire de calcium va augmenter. La concentration intracellulaire ou la cytoplasmique du calcium va augmenter. Vous êtes d'accord jusque-là? Très bien. Il va activer ce que j'appelle des calciprotéines. C'est quoi une calciprotéine? Une calciprotéine est une protéine dont la fonction dépend de la présence du calcium. C'est une protéine dont la fonction dépend de la présence du calcium. J'ai plusieurs types de calciprotéines. J'ai deux types de protéines qui sont intéressantes pour moi. La première s'appelle calmoduline. Calcium modulateur. Calmoduline. La première calciprotéine importante pour moi est la calmoduline. C'est la calmoduline. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il y aura libération du calcium. Le calcium va se fixer sur des protéines et il va les activer. Quelles sont ces protéines? Je vais citer deux grosses protéines, deux principales protéines. La première est la calmoduline. La deuxième est une protéine kinase qui s'appelle la PKC. S'il vous plaît. C'est le QC. Donc, la PKC à l'état de repos. Quand il n'y a pas d'hormones, quand il n'y a pas
d'activation de la phospholipase C, quand il n'y a pas d'IP3, quand il n'y a pas d'augmentation de la concentration intracellulaire de calcium, la PKC, elle est inactive et elle est cytosolique. Elle est cytosolique. Inactive, cytosolique. La PKC, en l'absence d'une augmentation de concentration de calcium, elle est cytosolique, inactive. Elle est cytosolique, inactive. Elle est cytosolique, inactive. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Elle est cytosolique et inactive. Quand il y a fixation du calcium, quand le calcium se fixe, sur cette PKC, la PKC s'active. Elle va s'activer, c'est une calciprotéine. Quand elle s'active, elle va être orientée vers la membrane. Elle va être orientée vers la membrane. Hadi, on la coupe. D'accord? Elle va être orientée vers la membrane. Et quand elle est orientée vers la membrane, elle va se fixer sur le DAG. Elle va se fixer sur le diacylglycérol qui était resté sur la membrane. Quand elle se fixe sur le DAG, elle va commencer à réaliser sa fonction. Elle va commencer à phosphoryler. Elle se place ici, la PKC. Elle va se placer ici. Elle va commencer à réaliser des réactions de phosphorylation. Elle va phosphoryler des protéines cytoplasmiques. Est-ce que c'est clair? Aïe, mazal. La PKC, la protéine kinase, c'est. Là. S'il vous plaît, je reprends. Donc, j'ai l'IP3. L'IP3 s'est fixé sur le calciosome. Il m'a libéré le calcium. Il y a eu une augmentation de la concentration du calcium. Le calcium a activé deux protéines, la calmoduline et la PKC. La PKC devient active, elle est orientée vers la membrane, elle se fixe sur le DAG. Quand elle se fixe sur le DAG, elle va elle-même phosphoryler les protéines. Donc moi, je suis la PKC. Ça, c'est la DAG. Nelson, la DAG, quand je me fixe sur la DAG, je peux phosphoryler les protéines cytoplasmiques. D'accord? Je peux phosphoryler les protéines cytoplasmiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. La deuxième protéine, c'était quoi? C'était la calmoduline. Le calcium s'est fixé sur la calmoduline. Il y aura une formation de complexe qui s'appelle les calcicalmodulines. Calcicalmodulines. C'est quoi la calcicalmoduline? C'est du calcium fixé à la calmoduline. D'accord? C'est du calcium fixé à la calmoduline. La calcicalmoduline va activer d'autres protéines kinases. Attention, pas la PKC. La PKC, on a terminé avec la PKC. Elle va activer d'autres protéines kinases cytosoliques qui s'appellent calcicalmoduline dependent kinase. Calcicalmoduline dependent kinase. Calcicalmoduline dependent kinase. Je reprends. Il y a eu fixation de l'IP3. Sur les calciosomes. Il y a eu libération du calcium. Il y a eu augmentation du calcium intracellulaire. L'augmentation du calcium a activé deux protéines, la PKC et la calmoduline. La PKC, suite à la fixation du calcium, s'est orientée vers la membrane. Elle a été orientée vers la membrane plasmique. Elle va se fixer sur le DAG, elle va commencer à réaliser sa fonction. Elle va se fixer sur le DAG et elle va commencer à réaliser sa fonction. Très bien. Elle va phosphoryler des protéines cytoplasmiques. Elle se fixe sur le DAG pour avoir un quartier général, pour avoir un site de fixation. D'accord? Oui, mais il faut que je vous dise. Très bien. Très bien. S'il vous plaît, on continue. Alors, les récepteurs à activité tyrosinkinase. Donc, elle peut réaliser la fonction elle-même. Très bien. S'il vous plaît. La deuxième protéine, c'était la calmoduline. La calmoduline va se fixer sur le calcium. Il y aura formation de complexe de calcicalmoduline. Les calcicalmodulines vont se fixer sur d'autres. Les calcicalmodulines vont se fixer sur d'autres protéines kinases et ils vont les activer. Ces nouvelles protéines kinases, je les ai appelées calcicalmoduline dependent kinase. Donc, le résultat, c'était quoi? Le second messager, c'était l'augmentation du calcium intracellulaire. Le second messager, l'augmentation du calcium cellulaire. Et cette augmentation du calcium intracellulaire, elle m'a donné deux réponses. Les deux réponses dépendent de deux types de kinases. La première est la PKC. Qui, une fois activée, elle est orientée vers la membrane.
le deuxième type de protéines kinases, ce sont les calcicalmodulines dependent kinases. Ce sont les calcicalmodulines dependent kinases qui vont réaliser d'autres phosphorylations. Est-ce que c'est clair? C'est ça d'abord les phospholipases. Dans le cytoplasme, réaliser des phosphorylations. Bravo, très bien. Est-ce que c'est clair? Ce fut la voie des PLC. Allez, très rapidement. Donc ici, on est en train de parler de la phospholipase C bêta. C'est elle qui est activée par les protéines G. Très bien, on avance. Cette enzyme interagit avec le phosphatidyl, IP3 et DAG. On les a très bien appris et compris. L'IP3 migre vers le cytosol, il va se fixer sur les calciosomes, on l'a dit. L'augmentation du calcium est le second messager et il va être responsable. Regardez, ce sont des protéines. Je vous regarder de quoi il parle. Il me parle des protéines kinases calcium calmodulines dépendentes. Elles sont différentes des protéines kinases. Vous voyez, il faut faire la différence entre les calcicalmodulines dépendentes kinases et les PKC. Les PKC ne sont pas des calcicalmodulines dépendentes kinases, ce sont des calcium dépendentes kinases. Ce sont des calcium dépendentes kinases. Très bien, très bien. C'est des protéines kinases qui vont phosphoryler des protéines intracytoplasmiques, comme la PKA, comme la PKC. D'accord? Ça reste à l'intérieur du cytoplasme, ça ne se fixe pas sur la membrane plasmique comme la PKC. Très bien, on avance. On avance rapidement s'il vous plaît, on a presque terminé. Chacune d'elles a sa protéine cible. Oui, et l'autre elle est cytoplasmique. Oui. Mais phospholipase, la phospholipase C bêta. La phospholipase, s'il vous plaît, j'ai plusieurs types de phospholipase. Il faut essayer de vous concentrer, s'il vous plaît. Phospholipase C bêta, c'est une phospholipase C activée par la protéine G. Parce qu'il existe d'autres types de PLC qui sont activés par d'autres types de récepteurs. Vous avez saisi? Très bien. Allez, on avance. Donc voici un petit schéma. La DAG va rester fixée à la membrane plasmique et interagir avec la protéine kinase. Dans les conditions basales, en l'absence de l'hormone, on a dit que la PKC baigne dans le cytosol et est inactive. C'est des QCM. PKC, en absence de calcium, elle est cytosolique, vrai. Quand il y a du calcium, elle va se fixer sur le DAG et elle va réaliser sa fonction. Très bien, très bien. La PKC est donc une calciprotéine. D'accord? Dont la présence de calcium permet la liaison aux phospholipides membranaires. Elle va se fixer sur quoi? Sur le DAG. Le calcium est essentiel pour l'interaction PKC-DAG. Ils vous disent que la membrane plasmique est chargée négativement. La PKC est chargée négativement, elle ne peut pas se fixer sur la membrane. Quand il y a fixation du calcium sur la PKC, le calcium lui donne des charges positives et ces charges positives peuvent la fixer sur la membrane. C'est un détail. C'est grâce aux charges positives du calcium, que la PKC peut se fixer à la membrane plasmique. On avance. Le calcium se fixe sur cette boucle et stimulera avec ses charges positives l'interaction PKC-DAG. La première réponse cellulaire globale à l'hormone est donc constituée d'une première réponse. C'est quoi? C'est les protéines kinases qui dépendent de la calcicalmoduline. Et la deuxième, c'est l'action de la PKC. J'ai activé deux protéines kinases. Les calcicalmodulines dependent kinases et la PKC. Très bien, très bien. La demi-vie de l'IP3 est très brève, c'est la régulation, d'accord? Il y aura une hydrolyse de cette IP3. Dès sa formation, la cellule va contrôler la concentration du calcium en contrôlant l'IP3. L'IP3 peut subir l'action d'une phosphatase. D'accord? Cette enzyme transforme l'inositol 1, 4, 5 triphosphate en un inositol biphosphate qui est incapable de se fixer sur le récepteur. Donc quand je veux contrôler la réponse, je dois diminuer la quantité de calcium. Pour diminuer la quantité de calcium, je dois arrêter la sortie du calcium à partir des calciosomes. Donc je vais dégrader l'IP3. Je vais dégrader l'IP3 en IP2, je vais dégrader l'IP3 en IP2. L'IP2 ne peut pas se fixer sur le calciosome, il y aura un arrêt de sortie du CA2+. Le CA2+, qui est déjà présent sur place, va être recapturé, il va être emprisonné à l'intérieur des calciosomes. C'est clair? Allez. On avance. Récapitulatif, on a terminé avec la phospholipase C. Très facile. Facile, hein?
Je suis bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations à la fois. S'il vous plaît, regardez mon doigt. Ne regardez pas. La diapositive. On va dessiner un petit... Très bien. Regardez ce visage et suivez-moi. On va voir l'orientation dans votre cours. S'il vous plaît, il y a une fixation de l'hormone sur son récepteur. C'est un récepteur couplé à la protéine G. C'est un récepteur à cette protéine. C'est un récepteur à cette domaine transmembranaire. C'est pas les domaines transmembranaires. Très bien. Il va changer de conformation. Il va activer la protéine G. Comment? Il va se fixer sur G-alpha. G-alpha va s'activer. Elle va échanger le GDP contre du GTP. Elle va se dissocier de bêta-gamma. Elle va se lier à la phospholipase C, bêta. Phospholipase C, bêta. La phospholipase C, bêta va devenir active. Elle va dégrader le PIP2. Le PIP2. Elle va donner quoi? Le DAG et l'IP3. Le DAG et l'IP3. Le DAG est lipophile. Il reste fixé à la membrane. Le DAG est lipophile. Il reste fixé à la membrane. L'IP3 est hydrophile. Il va aller dans le cytoplasme. L'IP3 va se fixer sur des récepteurs qui sont situés au niveau des calciosomes. Les calciosomes sont des citernes de stockage du CA2+. Donc, le l'IP3 va se fixer sur ces récepteurs au niveau du calciosome et il va ouvrir des canaux calciques, ligands, dépendants. Il y aura une sortie du calcium. Le calcium va sortir des citernes vers le cytoplasme. Il y aura une augmentation de la concentration de CA2+ cytoplasmique. L'augmentation de la concentration du calcium cytoplasmique va activer des protéines que j'appelle les calciprotéines. Les calciprotéines. La première calciprotéine est une protéine kinase qui s'appelle la PKC. La PKC est orientée 10 minutes au long. La PKC est orientée vers la membrane plasmique. Elle va se fixer sur le DAG grâce à son domaine pH. Elle va commencer à réaliser ses fonctions de phosphorylation. L'IP3, il va aller au niveau des calciosomes. On a parlé d'IP3, on a parlé de l'augmentation de la concentration. Très bien. Donc, la deuxième protéine qui va être activée après la PKC, c'est la calmoduline. J'aurai la formation de complexe qui s'appelle calcicalmoduline. La calcicalmoduline va m'activer d'autres protéines kinases qui s'appellent calcicalmoduline protéine kinase ou la calcicalmoduline dépendante protéine kinase. Ces protéines kinases vont devenir actives, elles vont réaliser des réactions de phosphorylation. La réponse cellulaire est réalisée par la somme des deux enzymes, la somme des deux protéines kinases. La protéine kinase C au niveau membranaire et la protéine kinase qui est dépendante de la calcicalmoduline qui est plutôt cytoplasmique. Très bien, très bien. On a terminé avec les protéines couplées, les récepteurs couplés à la protéine G. Donc deux effecteurs, un premier effecteur qui était l'adénylacyclase, un deuxième effecteur qui était la phospholipase C. C'est ça les récepteurs couplés à la protéine G. On se retrouve après la pause pour voir les récepteurs à activité tyrosine kinase.